D'après les médias, on nous parle souvent de super-héros fatigue. Les spectateurs en ont marre de voir des super-héros au cinéma. Les avis sont de plus en plus mitigés concernant les films de super-héros. Il est vrai que Marvel, depuis un certain moment, a perdu un peu de sa hype qu'il avait en 2019 lorsque le film Avengers sort. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les films de super-héros, dont Marvel, ils sont au top. Et 10 ans avant, c'est-à-dire la décennie qui a précédé le film des Avengers, t'avais un film par an à peu près, voire même 2 fois par an. Et à chaque fois qu'un film sortait, tout le monde en parlait. C'était l'événement à ne pas louper. Puis entre-temps, il y a eu une sorte de ralentissement. Disney a tout simplement pris des décisions. Ça c'est vu, ça c'est ressenti. Ils ont pris des décisions, que ça soit artistique, que ça soit également politique. Le CEO de la boîte l'a reconnu publiquement, et ça s'est ressenti dans la qualité des films et des contenus. Et puis il n'y a pas très longtemps, donc à la mi-temps du Super Bowl, donc l'événement sportif nord-américain de football américain qui rassemble tous les États-Unis, il y a eu le trailer, la bande-annonce du film Deadpool et Wolverine. L'un des personnages préférés de la marque, de la licence Marvel, avec Wolverine qui en fait partie aussi. Donc forcément la hype remonte, Marvel redevient en tendance, mais au final est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que c'est pas un cache-misère? Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que Marvel c'est une marque, une licence qui est en déclin? On peut se poser la question aussi, est-ce que Marvel c'est encore rentable et est-ce que la super-héros fatigue, elle est vraiment là? Est-ce qu'elle est vraiment réelle? Et c'est ce qu'on va voir. Pour pouvoir répondre à ces questions, j'ai décidé de croiser plusieurs informations, de l'aborder sous plusieurs angles. Croiser toutes les statistiques depuis la sortie de Endgame, Avengers Endgame, statistiques qui concernent les avis, les budgets, les recettes, les dates de sortie, etc., etc. Tu mets tout ça dans un tableau Excel et ça fait des chocs à pic. On va commencer Avengers Endgame. Pourquoi est-ce qu'on commence par Avengers Endgame? Parce c'est le dernier film d'une ère, c'est le dernier film Avengers, le dernier film où l'équipe s'est réunie tous ensemble pour pouvoir battre un méchant commun qui est Thanos. Même le nom Thanos, pour te dire dans la pop culture à quel point Marvel a marqué la pop culture, Thanos maintenant c'est devenu le méchant référent. Je vais faire un mème, tu sors Thanos, les gens vont comprendre, vont capter. Le film a coûté 400 millions de dollars. C'est l'un des films les plus chers de Hollywood. Le film a rapporté 2 milliards. 2 milliards 800 millions de dollars. Roughly. C'est-à-dire de recettes dans le monde entier. C'est énorme ce qui se passe en 2019. On arrive un peu au climax, et pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est le film où malheureusement on perd des figures de super-héros et on sait qu'on ne les reverra plus. Sorti la même année, on a Spider-Man Far From Home. Ce sont les événements qui suivent Endgame, où on suit l'histoire de Peter Parker. Il doit tout simplement prendre ses responsabilités, il doit faire face durant son voyage en Europe à un ennemi Et donc ce film-là sort la même année, et on a, en termes de pourcentage de bénéfices, on a à peu près la même. Le film a coûté 160 millions de dollars. Encore une fois, on est sur la fourchette haute. En termes de budget, c'est colossal. Mais forcément, Disney a les moyens. Les studios Disney Marvel ont les moyens, donc ça, c'est une baguette de pain pour eux, clairement. Et le film en recette a fait 1 milliard. 1 milliard 100 millions. J'arrondis, encore une fois, recette mondiale. Donc on est toujours bien. On est toujours bien, la hype continue, c'est la même année. On attend la suite. Let's go. Vient ensuite la phase 4, et malheureusement, ça tombe à une période assez compliquée parce que, comme vous le savez tous, en 2020, nous avons été frappés par un virus mondial, compliqué, machin, tout ferme, plus personne peut sortir de chez soi. Et donc à cette période-là, il était très compliqué de faire des films. C'était possible. Certaines productions ont continué, sauf que lorsque tu sors ton film, et malheureusement, il n'y a personne au cinéma pour pouvoir les voir. Les cinémas sont fermés. On a du coup Black Widow,
qui sort en été 2021. D'accord ? Premier film de la phase 4, on est plus ou moins impatient d'aller le voir. Sauf que c'est, je pense à mon sens, là où commencent les premiers problèmes. Il est rentable, mais c'est la première fois en fait qu'on va pas une rentabilité de tard, comme d'habitude. Le film a coûté 200 millions, il en a rapporté que 379 millions. 380 millions. Il y a eu une certaine attente parce que c'était le premier film Marvel que tu allais voir après le confinement. Et donc forcément, oui, des personnes sont parties le voir, ont plutôt apprécié le film, etc. et tout. Parce que t'avais un côté, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas assis dans une salle de cinéma pour aller voir un film. En plus de ça, Marvel, on aime et tout. Parce qu'il y a un historique. Sauf que l'histoire en lui-même, je vais pas m'attarder sur le scénario, mais on va dire que c'est à peu près là que les problèmes commencent. Parce que t'es là, tu regardes un film et tu sais que le personnage en question, qui est Natasha, tu sais qu'elle a cané. Donc la question c'est pourquoi est-ce que on... Qu'est-ce qu'on regarde là ? Je regarde quoi ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Et aussi, deuxième problème qui commence, c'est le côté faut faire ses devoirs. Ça commence à devenir un peu plus récurrent. Tu vas au cinéma, regarder un film. Mince, est-ce que t'as regardé la série ? Oui, parce qu'en fait, t'as un personnage dans le film qui était expliqué en fait en Hawkeye. Donc si tu l'as pas regardé Hawkeye, tu peux pas comprendre qui c'est ce perso et quelle est sa place en fait dans l'univers. Ah mince, donc t'as pas regardé la série, bah en fait faut que tu t'abonnes à Disney+. Ah t'as pas l'abonnement Disney+, bah faut que tu payes. Le business model là c'est bon, il est mis en place. Tu vas au cinéma, tu raques. T'es à la maison, tu raques aussi. Ensuite, la même année, back to back, c'est-à-dire à la rentrée de 2021, rentrée scolaire, on a Shang-Chi. Franchement, Shang-Chi... Je comprends pas pourquoi on le revoit pas. C'est Shang-Chi, en termes de rentabilité, Shang-Chi a légèrement fait au-dessus de Black Widow, mais on n'est toujours pas dans les mêmes chiffres que Endgame. Et ça nous fait comprendre que ce qui s'est passé avec Endgame et tout de suite après Spider-Man Far From Home, ce qui s'est passé en fait, c'était dans une dimension en termes de rentabilité, en termes de chiffres, de recettes, c'était de la dinguerie. Là, on revient en fait à des chiffres à peu près normaux. Tu découvres un nouveau personnage, le personnage est intéressant, le film est drôle, il y a de l'action, il y a des scènes de combat super bien chorégraphiées. C'est cool, Shang-Chi. L'univers qu'ils apportent Marvel avec Shang-Chi, il est stylé. Problème, où est-ce qu'on va ? Encore une fois. Et même pas 2 mois après Shang-Chi, boum ! Nouveau film, Les Eternals. Le premier film après Avengers qui a autant divisé. Vraiment. C'est vraiment... Ce film-là est clivant. Les critiques et le public à la sortie du film, le film s'est fait défoncer. Mais à côté de ça, t'as beaucoup d'avis où les gens disent mais oh waouh, qui crient au génie en fait. Les gens crient au génie, waouh, ce film est magnifique. J'apprécie en fait la démarche de Marvel d'avoir voulu tenter quelque chose de nouveau parce que clairement on est dans un nouvel univers, des nouveaux personnages. C'est le film en fait, quelque part en fait, il a un côté différent des autres. Et la différence, c'est une bonne chose dans l'art. Hein. Se différencier par rapport à la concurrence, c'est important en fait d'apporter une touche unique, originale et différente. C'était le cas. Avec le recul, en fait, je me rends compte que ce film ne m'a pas touché. Au début, je n'ai pas aimé. Vraiment, je suis sorti de la salle de cinéma, j'étais à la fois frustré, à la fois fatigué, parce que j'ai piqué du nez pas mal de fois pendant le film, mais surtout, j'ai pas compris, en fait, pourquoi c'était aussi long. Pourquoi on nous raconte ça ? Vous étiez où, les gars, pendant tout ce temps ? Je n'étais peut-être pas la cible de ce film. Troisième film en 2021, Marvel, ça va non ? Ralentissez. Ralentir, No Way Home. Le film a coûté 200 millions de dollars et on a rapporté presque 2 milliards en recettes mondiales. Mais on est où ? Ce film-là, ça a été vraiment une offrande, un cadeau pour les fans. Après des années compliquées, avec une pandémie, tout ça, j'ai l'impression que le Marvel, ils se sont dit tenez les fans. Sur un plateau, Andrew Garfield, Tobey Maguire, Tom Holland, les 3 Peter Parker réunis dans le multiverse. Mais ça me fait b***der. Je vous le dis. Ce film a été du fanservice de A à Z. Tout le monde était au courant.
on a tous kiffé. À ce moment-là, il n'y a toujours pas de continuité claire. On ne sait pas où est-ce qu'on va. On ne sait pas qui est le grand méchant. On ne sait pas dans quel univers est-ce qu'on va se baser. On ne sait pas quelle est l'équipe qui va se former. Enfin, on ne sait pas. C'est pas clair en fait. On passe ensuite en 2022. Doctor Strange, Thor Love and Thunder et Black Panther. Les films demeurent et restent toujours aussi rentables. Individuellement, chacun de ces films ont leurs qualités et leurs défauts. Intrinsèquement, je trouve que Doctor Strange reste le meilleur film des trois. Ensuite vient Black Panther. Thor... D'un côté, on a Doctor Strange, qui sort en mai 2022, qui n'est pas un mauvais film, et reste tout à fait rentable. Mais il y a encore ce délire-là d'aller faire ses devoirs, c'est-à-dire que si tu n'as pas regardé WandaVision, eh ben, il y a beaucoup de choses en fait que tu ne vas pas comprendre. Et après, on a Thor Love and Thunder, qui est un film qui a jamais... a souillé Thor. L'image de Thor est souillée. Le film reste quand même rentable. Mais à quel prix? On ne sait toujours pas dans quelle direction est-ce qu'on va. Et Black Panther qui, malheureusement, voilà, un événement tragique survient l'année d'avant. Chadwick Boseman, l'acteur principal qui jouait donc dans Black Panther, malheureusement, en fait, perd la vie. Et Marvel, Disney, n'a pas décidé, en tout cas, de le remplacer. Ils ont complètement tué le personnage. Ça casse un peu, du coup, l'icône, l'image du Black Panther. Parce que la sœur de T'Challa, Shuri, n'a pas le même flow. Et à la fin du film, du coup, on voit qu'en fait... je vais spoiler, hein, je suis désolé, mais T'Challa, en fait, il a un fils. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va en faire? La suite. On est du coup sur une année 2022 où, du côté de Marvel Disney, il n'y a pas eu vraiment de nouvel univers qui s'est développé. Toutes les figures, toutes les icônes, que ça soit Doctor Strange, que ça soit Thor, que ce soit Black Panther, ça reste des produits pré-Avengers Endgame. C'est-à-dire qu'en fait, on les connaissait déjà. Et là, vous nous racontez la suite d'une histoire qui s'est déjà finie. Et on va ensuite passer à la phase 5, où là, on va vraiment toucher le fond. C'est-à-dire qu'au début de l'année 2023, on va avoir Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, qui va sortir voilà, en février. Le film va pas beaucoup plaire. Gros problème, moi à mon sens au niveau global, c'est que tu fais affronter le dernier de la classe, puisqu'on va pas se mentir, Ant-Man n'était pas le plus fort des Avengers, contre le potentiel, celui qui est censé être le Thanos. Et là encore une fois, on a un personnage souillé. À mon sens, j'utilise le mot souillé parce que c'est comme si le personnage a une certaine stature, et là on va toujours être dans ce même délire-là de Marvel, de constamment faire du second degré sur tout et n'importe quoi. Ce qui, quelque part, fait un peu sa patte et son image, mais de l'autre côté, ça dessert en fait le message. Ça va desservir un personnage en particulier qui va être Kang, qui est censé être, et qui nous est vendu comme le prochain Thanos. Ouais, sauf que t'as le dernier de la classe, qui se bagarre à force égale. Les gars, vous nous prenez pour des bananes. Et là, pareil, on est dans le même cas que le film Black Widow, Doctor Strange. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait tes devoirs avant d'aller au cinéma, c'est-à-dire que si tu n'es pas allé voir Loki, Kang, il va te sembler un peu inconnu. C'est qui ce mec? Printemps 2023, les Gardiens de la Galaxie, une bande de personnages qui font partie des plus aimés. Bénéfice, comme d'habitude. Et sinon, on est sur le même scénario qui nous fait comprendre qu'on fait réunir les anciens pour, voilà, mettre à terme à la collaboration. Et là, en fin d'année 2023, nous avons The Marvels qui sort. Bon. C'est un peu compliqué. Les avis sont relativement positifs, globalement, puisqu'individuellement, The Marvels, ce n'est pas un mauvais film, hein, en soi. Sauf qu'il a beaucoup trop de petits défauts. Des petits défauts qui peut-être avant n'auraient pas été visibles. En termes de rentabilité jusqu'à présent, c'est-à-dire que les chiffres me montrent qu'il a coûté presque 300 millions de dollars, a peine rapporté jusqu'à présent 200 millions. Disney a techniquement perdu de l'argent sur ce film. Aussi pareil, on est dans le même système, t'as pas fait tes devoirs. Ok, t'as pas regardé WandaVision, ok, tu vas pas comprendre une partie. T'as pas regardé Miss Marvel sur Disney+,
Bah, dommage, parce que tu vas pas connaître Kamala Khan. Et au final, lorsque je prends les chiffres en globalité, et moi je constate, d'un point de vue purement statistique, froid, quantitatif, que Marvel est en bénéfice. Ils se sont fait quand même près de 8 à 9 milliards. Donc à la question, est-ce que Marvel c'est toujours rentable? Oui, ça le sera toujours. Tant qu'il y aura un minimum qui sera fait, il y aura toujours des consommateurs. Et ça, ils le comprennent. Et c'est pour cela que ces chiffres-là, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que c'est un indicateur qui fait froid dans le dos. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour rester vraiment poli, Disney, Marvel, s'en bat les steaks. Ils ont le statut de « nous n'avons plus rien à prouver ». Et encore, j'ai pas parlé de la totalité des avis sur les séries Marvel, mais c'est pas ouf. Il y a peut-être une ou deux séries qui sortent du lot, mais et encore, faut chercher. Dernier épisode de She-Hulk, il est explicite. C'est-à-dire que le studio est tellement auto-centré que on se filme nous-mêmes dans nos propres studios et soi-disant ce sera un algorithme ou je sais pas quoi qui crée des produits. Thank you. That's the most advanced entertainment algorithm in the world, and it produces near-perfect products. Near perfect. Some are better than others, but I leave that debate up to the internet. Vous vous prenez pour qui, Disney? Non mais sérieux, mais respectez un peu les gens. Parce que je me pose la question, est-ce que ce business model peut tenir? Regardez une série pour pouvoir comprendre le personnage d'un film. Regardez 7 à 8 à 9 épisodes d'une série avec 50 minutes par épisode pour pouvoir comprendre un seul personnage, faire ses devoirs. Il y a trop de contenu. L'autre problème aussi depuis 2019, c'est le côté un peu engagement de Disney. Le problème, c'est pas forcément l'engagement en lui-même, c'est à partir du moment en fait où ton engagement se ressent dans la qualité de tes films. Et pire, lorsque le seul argument pour aller voir un film, ce n'est pas tel réalisateur qui a réalisé tel film, mais c'est une réalisatrice que nous avons. C'est une femme. L'équipe contient des minorités. Est-ce que c'est un gage de qualité de dire que l'équipe de réalisation ce soit une femme, un homme, fait partie des minorités, et ces arguments-là qui sont mis en avant sont à double tranchant. C'est un peu mesquin, mais c'est un peu pervers, j'ai envie de dire, parce que c'est retourné à chaque fois contre le public. C'est-à-dire que pour Marvels, par exemple, The Marvels, il semblerait que l'équipe entière, donc de la réalisation jusqu'à l'exécutif, les actrices, etc., apparemment l'équipe entière était composée que de femmes. Problème? Non, aucun problème. Aucun problème jusqu'à la sortie du film et au constat des premiers chiffres, des premières statistiques. C'est-à-dire que lorsque le film sort, le résultat n'était pas celui qui était espéré en termes d'entrée, en termes d'achat de tickets. Le film n'a pas été aussi vu qu'il le souhaitait. L'un des premiers arguments qui a été avancé par les journaux, ça a été quoi? Les gens ne vont pas voir le film parce que ils aiment pas les femmes. Attendez. Wow. Tu ne peux pas me vendre un produit sur un argument et juste après utiliser c'est le même argument que tu me présentais pour me dire en fait ça n'a pas trop marché parce que ça. Faut régler ce problème-là de continuité. Parce qu'au bout d'un moment, il y a tellement de contenu, tellement de films, tellement de séries qu'on ne sait pas où aller. On n'a pas la même direction qu'on avait pré-Endgame. Et du coup, moi, à chaque fois qu'un film Marvel va sortir au cinéma, je ne m'attends pas à la même hype que Endgame. Absolument pas. Je reste vraiment réaliste. Tout ce que j'attends, c'est qu'il y ait une sorte de continuité où on sait « c'est lui l'ennemi commun ». Essayez tout simplement de faire quelque chose de relativement simple. Et que là, depuis Endgame, on teste des choses. On va dans une direction, on arrête, on va dans une direction. Marvel, tu ne peux pas me présenter un Shang-Chi et ensuite ne plus jamais m'en parler. Tu commences des concepts de malade, mais après non, c'est bon, on n'en parle pas. Vous en avez plus rien à faire de comment est-ce que vous vendez vos personnages. Et pour revenir sur mon point sur The Eternals, je me rends compte aussi avec le recul que la raison pour laquelle je n'ai pas aimé le film, c'est peut-être parce que la manière dont il a été vendu, c'est peut-être la mauvaise. Pourquoi est-ce que The Eternals, tu me le sors pas en série ?
Qu'est-ce qui t'empêche de faire une série? Et surtout dans la manière de vendre ces personnages. Tu sens que Disney n'en a plus rien à faire. Il violente comme ça l'image. Il te saoule l'image comme ça de certaines figures que normalement tu ne touches pas. Call stuff like that gifts. I'm gonna train you. Use it. Tu touches pas à Thor, d'accord? And flick. Fury, dans la dernière série Secret Invasion, je suis pas bien. Je t'assure, je suis pas bien. Là, c'est le cœur qui parle. Avec le nombre de personnages que contient Marvel, la licence, c'est une dinguerie. Avec le nombre de personnages, plus les moyens colossaux de Disney en termes de budget, je t'assure que pour les 10 prochaines années, Marvel et Disney ont le potentiel et la capacité de mettre le game du divertissement à genoux. Mais concentre-toi, fais-moi un truc qui va à la fois rapporter de l'argent, parce que c'est le cas, si tu fais un truc qui plaît aux fans, ça va rapporter des sous sur la longueur. Et aussi, oui, tu vas faire plaisir aux fans. Aujourd'hui, je crois que Disney se sent intouchable. Et à juste titre. Mais rappelons-nous quand même du sort de Blockbuster lorsque l'entreprise Blockbuster se sentait intouchable face à Netflix, un peu comme Goliath se sentait intouchable face à David. En fait, pour tout vous dire, si Marvel ne se remet pas à faire des films de qualité dès à présent, ça sera dans un futur proche, une licence, une marque dont on parlera au passé.